Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir les copains, merci d'avoir choisi d'écouter C'est excellent, l'émission qui crée le lien tous les dimanches à 19h sur Sud Radio. Ici, les créateurs qui prennent le risque de l'excellence, quel que soit leur secteur d'expression, viennent partager avec vous leur savoir-faire. Cette excellence mélangée qui fait l'exception française et sa pluralité. Ce soir, je reçois pour vous une femme aux multiples talents et modes d'expression, dont le riche chemin est bien la preuve qu'on peut avoir plusieurs routes en même temps sans qu'elles se contredisent. Elle est ancienne athlète, devenue juriste, comédienne, essayiste, romancière, co-directrice d'un des plus grands centres de hip-hop au monde, et c'est en France. J'ai nommé Rachel Kahn qui vient se raconter et nous apprendre certainement quelques petits trucs ce soir sur Sud Radio. Elle sera rejointe par un designer résolument féru d'esthétisme qui mélange lui aussi les genres pour nous proposer avec ses deux acolytes des meubles intemporels aux lignées épurées, au confort indiscutable et une ode au savoir-faire de nos meilleurs artisans qu'il fait participer à ses créations à chaque fois. Et il s'agit de Pierre Bénard, du trio de créateurs Pierre-Augustin Rose. En bulle French Tech sur Sud Radio, on restera dans le thème du mélange des genres et du partage, avec une manière innovante d'envoyer de l'amour à distance à ceux qui comptent, la Lovebox que vient nous raconter son directeur des opérations, Romain Huet. C'est excellent, bienvenue chez vous. Bonsoir Rachel Kahn. Bonsoir Judith. Bienvenue dans C'est excellent sur Sud Radio. Merci, je suis ravie. Moi aussi. Rachel Kahn, on va évidemment parler de ce qui vous a fait devenir vous-même. Mais avant cela, on va se pencher un peu sur quelques sujets d'actu qui nous ont tous marqués ces derniers mois. Et pour illustrer mon propos, je vous propose de commencer avec un peu d'humour. Grande-Bretagne, une avocate veut faire interdire la Belle au bois dormant parce que le baiser n'est pas consenti. Ceci dit, c'est vrai que ça peut influencer les gamins qui fassent la même chose. Enfin, on est tous devenus complètement tarés et peureux. Enfin, on fait plus la part des choses. C'est un conte pour enfants. Peut-être con, mais c'est un conte. C'est pas un principe de réalité. Alors évidemment, si tu enlèves les fioritures et la magie, c'est un pauvre type qui embrasse une bonne femme qui dort, peut-être droguée, et voilà. Mais là, c'est un prince qui embrasse une princesse pour la réveiller. C'est peut-être débile, mais c'est comme ça. Il aurait pu venir avec un crapaud, une fleur, une flûte. On s'en fout. C'est un conte. C'est pas Weinstein le type. Catherine et Liliane sur Sud Radio. Alors elles sont drôles toutes les deux et pourtant elles soulignent un sujet un peu inquiétant en ce moment. Rachel Kahn, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce mouvement qui veut changer les récits qui conviennent plus au politiquement correct? Alors on a des exemples très parlants, genre le changement du titre du livre de Agatha Christie, Les 10 petits nègres, qui est devenu Ils étaient 10. On est quand même dans une époque un peu particulière. Ouais, c'est terrorisant en réalité. Et là on en rit heureusement. Ouais. On peut saluer Catherine et Liliane. C'est vrai que la cancel culture, c'est catastrophique pour les artistes et ça se passe l'air de rien. Donc effectivement, les 10 petits nègres, donc on se permet de réécrire l'histoire avec une gomme à la main. On doit après être un artiste mais ne parler qu'à sa communauté, en tout cas qu'à la communauté qu'on est censé représenter. On est censé non plus garder le silence si on n'est pas d'accord, mais on est obligé en fait d'utiliser les mots des idéologies, des communautés, effectivement, là encore, qu'on est censé représenter. Ouais. Et le problème, c'est qu'à la fin, on va plus réussir à créer en liberté. On va plus réussir à aller vers des chemins de traverse inexplorés, qui sont normalement la mission de ce qu'est un créateur, d'aller rechercher dans l'indicible des choses qui ne se voient pas forcément. Bien sûr. Et alors, il y a aussi l'écriture inclusive qui est excluante, selon vous. Vous le dites d'ailleurs dans votre livre, qui est sorti aux éditions de l'Observatoire Racé. Pourquoi c'est excluant, l'écriture inclusive ? Déjà, le problème, c'est qu'on est quand même dans un pays où on a un taux d'illettrisme qui est malgré tout assez fort. Et je pense que ça, c'est une véritable inégalité sur laquelle il faudrait se pencher avant tout, avant de reconfigurer notre orthographe pour des raisons de féminisme. Pour le mettre à niveau de ces gens-là aussi, c'est ça le problème ? Oui, déjà. Et puis parce qu'en plus, d'autre part, je crois qu'il y a des associations de personnes non-voyantes qui s'étaient insurgées contre l'écriture inclusive, puisque en braille, en fait, les points deviennent complètement illisibles aussi entre les lettres. Le point E, par exemple, il n'arrive pas à le lire. Possible. Voilà. Et puis, ça exclut aussi effectivement les personnes qui sont éloignées de la culture, éloignées de l'écrit. Et pour moi, ça provoque l'inverse de ce que ça défend, en fait.
Rachel Kahn, je vous cite dans votre dernier livre, donc Racé, vous dites « J'ai les autres dans la peau ». C'est une très jolie phrase. Vous êtes donc afro-yiddish, comme vous aimez à vous décrire vous-même, et c'est ce mélange finalement qui fait votre richesse, on est bien d'accord ? Oui, oui. En fait, c'est qui fait ma richesse. Après la richesse, on se la crée à soi. Sa valeur, on se l'offre à soi-même. Oui, mais c'est ce qu'on vous a transmis en tout cas. Voilà, c'est ce qu'on m'a transmis. Puis ce sont des histoires assez fortes, en fait, des histoires mondiales assez fortes. À la fois, évidemment, la Shoah et puis l'immigration. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours grandi dans cette famille, donc je me rendais pas compte que c'était quelque chose d'inédit. Mais finalement, c'est en sortant à l'âge de 16-18 ans, que lorsqu'on s'aperçoit que finalement en France c'est possible qu'il y ait des communautés qui ne se parlent pas, que j'ai compris que c'était quelque chose de singulier. Voilà. Alors vous racontez aussi dans votre livre ces fameuses réunions safe space, c'est un peu comme la cancel culture, où les Blancs, selon Audrey Pulvar que je vais citer, qui est martiniquaise, donc par définition issue du mélange, où les Blancs donc peuvent y assister à condition qu'ils se taisent. On est donc dans une forme de revendication totalement victimaire. Pourquoi est-ce que c'est si dangereux ? Oui, alors je crois qu'Audrey Pulvar avait sorti après une tribune expliquant un petit peu mieux sa pensée. Oui, elle a quand même dit ça. Oui. Mais le truc, c'est que c'est dangereux parce que déjà, moi qui suis évidemment créolisée, métissée, mon espace où je me sens confortable, c'est un espace où les gens sont mélangés. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus terrifiant pour moi que d'être que dans un espace avec des Noirs, que dans un espace avec des Blancs. En plus, je ne sais même pas si on m'accepterait chez les Noirs, je ne sais même pas si on m'accepterait chez les Blancs. Par ailleurs, c'est complètement antinomique avec ce qu'on défend, nos principes républicains, nos valeurs de lumière. C'est-à-dire que si on considère que les discriminations ne concernent que les discriminés, ça va poser un problème. Ça va poser un gros problème. Et s'il s'agit de recréer des ghettos, de recréer de la ségrégation, alors même que je pensais que c'était plus du tout à l'ordre du jour, c'est extrêmement dangereux. Et surtout, on n'a pas grandi comme ça. Enfin, moi, je sais pas. On est de la même génération toutes les deux a priori. Moi, à l'école, on était tous mélangés. On n'était absolument pas séparés. Il n'y avait pas de différenciation entre la blanche, le noir ou celui qui est d'origine arabe, etc. On était vraiment à l'école de la République ensemble. C'est quand que ça a vrillé, à votre avis ? Il n'y a pas très longtemps. Ça a vrillé, on va dire. Bon, on peut dire. Alors, le tout début, c'est peut-être il y a 20 ans, mais c'est vrai qu'avec la cancel culture et les idéologies comme ça qui nous scindent, qui nous séparent et qui nous tuent, ça s'est accéléré ces 5 dernières années. Alors, vous citez beaucoup Romain Gary, que vous aimez énormément dans votre livre, qui était aussi un existentialiste, au même titre que Jean-Paul Sartre d'ailleurs, et d'autres de grands de la culture française. Ça veut dire, pour mes auditeurs, ne pas être déterminé par son naissance, donc par ses origines, et être responsable de ses choix, en fait, et de son chemin de vie. Pourtant, ces racines multiples qui sont les vôtres vous définissent aussi, finalement, quand même. Elles me définissent, mais j'essaie de les réinventer à chaque fois. Et c'est pour ça, en fait, que souvent on me dit, oui, mais t'as fait plein de trucs, du sport, du droit, de la politique, de la création, machin. En fait, je n'ai pris évidemment ces origines multiples pour ensuite dans mon existence faire des choses multiples. C'est-à-dire que je me suis créée, c'est votre richesse. Voilà, et je me crée au jour le jour de nouvelles appartenances. Et ça vous permet aussi de vous réapproprier votre histoire finalement, d'être pluriel comme ça. Complètement. Et puis surtout de prendre l'autre à chaque fois en responsabilité, tenter de devenir l'autre à chaque fois. Et c'est pour ça que le métier de comédienne est un métier extraordinaire s'il n'est pas cancellé. C'est-à-dire en fait comment on vous propose quelque chose à jouer et vous allez vous mettre totalement dans la peau de cet autre-là. Alors votre essai, c'est aussi une ode à l'importance des mots. Alors il y a ceux qui séparent, il y a ceux qui vont nulle part, il y a ceux qui réparent. Très joli tout ça d'ailleurs. Le langage, c'est l'arme la plus puissante pour vous ? Le langage, c'est le début, en fait. Tout commence avec le langage. Si on n'arrive plus à se parler, si on n'arrive plus à dialoguer, si on n'arrive plus à trouver les bons mots, et c'est le problème aujourd'hui avec le rétrécissement du langage, les gens n'arrivent plus à s'exprimer, à exprimer le fond de leur pensée, et donc ils arrivent très vite à être face à leur impuissance, et donc face à la colère, donc à la violence. Et donc, n'utiliser aujourd'hui qu'avec ce rétrécissement du langage, que des mots qui nous font mal, et que des mots qui ne disent n'importe quoi de nous, c'est un problème véritable. Et c'était juste un point d'alerte avec ce livre, de faire attention aux mots qu'on emploie, qui sont des mots qui nous mentent. Les mots qui nous mentent, c'est ça.
Alors, vous appuyez aussi beaucoup donc sur Romain Gary, je le disais tout à l'heure, que vous citez dans un livre qu'il a écrit sous le pseudonyme d'Émile Ajar. Si vous ne simulez pas, vous êtes déclaré asocial, inadapté ou perturbé. Donc finalement, il faut mentir pour exister dans cette société ? Non, mais c'est juste de se dire, et cette phrase-là, elle est vraiment fantastique, le langage que nous avons en commun, c'est un langage aussi auquel on s'adapte, puisqu'on a toutes et tous un langage intérieur qui est incompréhensible des autres. Donc en fait, s'adapter, il faut trouver la limite entre, là c'est vraiment, Gary il est très fulgurant, comme ça, mais en fait, très fort. Il est très fort, très fort. Mais c'est de trouver la limite entre le mensonge et l'adaptation à l'autre. Voilà. D'accord. Et donc, c'est quoi la limite ? Comment on fait pour ne savoir quand on ment ou quand on s'adapte ? C'est-à-dire que le mot, par exemple, diversité, est un mot qui nous ment très clairement, puisque la diversité, ce n'est pas des Noirs et des Arabes, mais la diversité, c'est bien nous tous, mais c'est bien tout ce que l'on a à l'intérieur de soi. C'est donc cette pluralité-là qui crée l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc finalement, on est tous métis, non ? On est tous créoles. On est tous créoles. Définissez-moi la créolité, s'il vous plaît. Alors la créolité, pour moi, et puis parce que je reprends aussi, je tente de reprendre le flambeau d'Édouard Glissant. Pour moi, c'est que vous citez. Oui, c'est une identité qui est l'identité liberté, une identité en mouvement, qui fait avec votre mélange, puisque de toute façon, on est tous issus d'un mélange, bien sûr, et qui va très très loin dans la liberté et qui estime que même vos relations modifient est une liberté pour modifier votre identité. D'accord. Donc plus on va, plus on va exercer de métier, plus on va être avec des gens de plus en plus différents, plus notre identité va s'enrichir. Voilà. D'accord. C'est ça la créolisation. C'est beau. Merci Rachel Kahn. Merci à vous. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, en compagnie de la juriste, écrivaine, comédienne et co-directrice du centre de hip-hop La Place, Rachel Kahn, qui sera bientôt accompagnée du designer éclairé Pierre Bénard de chez Pierre-Augustin Rose. Ne bougez pas, on revient. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent, jusqu'à presque 20h. Vous pouvez écouter ici ceux qui font tous les jours le pari de l'excellence, quel que soit leur secteur d'expression. Ils viennent nous raconter leur savoir-faire. À mes côtés ce soir, l'écrivaine, comédienne et juriste engagée Rachel Kahn, qui sera rejointe dans pas longtemps par le créateur de meubles d'art, et j'ai envie de dire Pierre Bénard, du trio de créateurs Pierre-Augustin Rose. Juste avant de le retrouver, on ira à la découverte de la start-up qui facilite l'amour à distance avec la Lovebox et son directeur des opérations, Romain Huet. Mais pour l'instant, on continue avec Rachel Kahn. Rachel Kahn, vous êtes afro-yiddish. Oui. C'est un terme que j'apprécie beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes héritière donc de l'Afrique et du judaïsme, donc aussi du colonialisme et de la Shoah. Il y a une transgénérationnalité des douleurs qui est évidente, qu'on vit tous, chacun à notre niveau. Dans votre cas, c'est un sacré bagage quand même. Oui. Vous aimez à dire que vous célébrez l'existence, Rachel Kahn. Est-ce que c'est la joie, le secret finalement, pour sortir de tout ça ? Comment est-ce qu'on fait pour porter ce fardeau et le transmettre, de l'adoucir peut-être ? C'est ça le terme. Déjà, j'ai eu beaucoup de chance que mes parents me transmettent beaucoup d'amour. Oui. C'est pas le cas de tout le monde. Et effectivement, avec leur douleur à eux, évidemment ma mère, enfant caché, mon père aussi, qui a vécu dans des villages où en fait il y avait rien, pas d'eau, pas d'électricité, rien. Lorsque vous venez au monde avec des parents qui ont ce bagage-là, qu'ils vous transmettent, vous êtes un peu leur bonheur. Bien sûr. Donc, les petits bobos, les égratignures, les choses, vous êtes obligé de vous relever et surtout de célébrer la vie et la vue que vous partagez avec eux. Alors après, il y a des petits tuyaux. C'est-à-dire que moi, dans le bouquin, j'ai voulu mettre beaucoup d'humour, et l'humour fait partie de ma vie. Oui. Et ça, c'est aussi une béquille, en fait, pour vivre dans la joie, même si c'est difficile. On peut rire de tout, Rachel Kahn ? On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, évidemment. On peut rire de tout, et parfois, il faut s'attendre à rire tout seul. C'est ça. Alors, votre père, il est né gambien et musulman. Votre mère, elle est juive ashkénaze d'origine polonaise. Vous qui nous écoutez, vous vous posez certainement la question, comment ils se sont rencontrés, vos parents ? Ils se sont rencontrés dans la librairie de ma maman, en Touraine. D'accord. En fait, mon papa était professeur de français en Gambie, qui est un pays anglophone. Et il est venu en Touraine pour parfaire son français. Il rentre dans la librairie, et là... Coup de foudre. Coup de foudre. Et donc, il a acheté beaucoup de livres.
Et ensuite, il est reparti en Gambie, et l'amour était là, et l'amour était irrésistible. Donc, il est revenu en France, il est devenu professeur d'anglais en France, et ils se sont mariés. C'est une jolie histoire. Donc, c'était quelque chose à l'époque, on imagine, parce que c'était un couple mélangé dans les années 70, quoi. C'était quand même assez rare. Fin des années 60, Est-ce que vous pensez que ça a évolué depuis ? Comment c'était accueilli à l'époque ? Comment ça se passe aujourd'hui ? Effectivement, moi, lorsque je regarde la situation aujourd'hui, et lorsque je regarde évidemment qu'il y a des discriminations, évidemment qu'il y a des problèmes qu'il va falloir régler de manière extrêmement urgente. Mais lorsque je quand je regarde cette génération, mon père, et que je m'imagine les choses, et que qu'ils ont vécu, et le silence qu'ils ont su garder, et la dignité qu'ils ont su garder, parce que mon père n'a jamais voulu nous transmettre à mon frère et moi cette question d'être une victime ou de victimisation, de garder la tête haute. Et je sais qu'en plus, en tant que couple mixte, ça n'a pas été évident. Vous savez que les femmes qui sortaient à cette époque-là avec des noirs, elles étaient mal vues, très très mal vues. C'était des putains noirs quand même, voilà. Donc parlons vrai sur Sud Radio. Non mais Rachel Kahn. Voilà. Mais non, il faut dire les mots, c'est très important. Non mais c'est surtout au regard du contexte actuel où aujourd'hui on a quand même beaucoup d'enfants. Moi, j'ai des enfants qui sont encore plus mélangés que moi, évidemment. On a de plus en plus, la France, même si on met le zoom beaucoup sur les différentes communautés et les replis identitaires, il y a aussi beaucoup d'amour aussi qui naissent de gens extrêmement mélangés, qui donnent des enfants français extrêmement mélangés. Donc ça, il faut pas l'oublier. Après, ce qui est assez fascinant dans la nature humaine, c'est que lorsque mon père et ma mère donc se sont mis ensemble et ils sont allés voir donc mes grands-parents qui étaient quand même rescapés de la Shoah, ça a créé un problème. La première année. Et donc ma mère a été obligée de dire, après ce que vous avez vécu après Auschwitz, vous réagissez comme ça. C'est toujours compliqué d'appliquer chez soi ce qu'on aimerait pouvoir, enfin ce qu'on voit chez les autres. Exactement, en fait, c'est ça. Exactement. Alors, justement, par rapport à cette République où on vit, qui est quand même, les idéaux de la République, c'est quand même la liberté, l'égalité, la fraternité, l'inclusion, la laïcité, etc. Pourquoi est-ce que c'est des idéaux, selon vous, qui ont autant de mal à être respectés, aimés, justement, aujourd'hui ? Je pense parce qu'ils ont été peut-être mal transmis. Et que dans le même temps, on n'a pas fait attention à cette question des inégalités sociales en réalité. Les gens se sont accrochés à leur identité, à leurs origines. Mais il y a 30 ans, je parle des politiques d'il y a 30 ans, où en fait, on a mis de côté les questions sociales, les questions d'égalité territoriale. Et donc, ça a créé en fait un espèce de un clivage, mais extrêmement. Et aujourd'hui, très compliqué, très compliqué. Et puis, on en a les conséquences de manière extrêmement violente aujourd'hui. Alors, on va changer un peu de sujet parce que vous êtes multiple. Vous êtes co-directrice donc de La Place. Vous avez été athlète de haut niveau, juriste, comédienne, écrivaine. Alors, vous écrivez pas que des essais, vous écrivez des romans aussi. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'être excellent partout quand on est aussi multiple, Rachel Kahn ? Ah oui, c'est la grande question. Je me la pose tous les jours. En tout cas, moi, je sais que si je ne faisais pas tout ça, je serais moins bonne. Je serais. Non, mais c'est vrai que c'est le fait de faire tout ça qui vous pousse à être meilleur. Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment une histoire de conjugaison. Je sais que mon départ, moi, c'était vraiment la danse classique et l'exigence de la danse classique. Et si j'avais pas fait ça, j'aurais pas été performante en athlétisme, par exemple. Ça vous a mis à l'ordre, en fait, c'est ça ? Oui. Et puis, c'est toujours bon, en fait, de toujours se déplacer. C'est-à-dire, en fait, ne jamais être confortable à un endroit. C'est ça qui me plaît dans ce que je fais. C'est de ne pas être confortable pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir me dépasser. Donc c'est l'inconfort qui provoque aussi c'est l'inconfort. La prise de risque, en fait, c'est ça ? Complètement. Il faut prendre des risques donc pour inventer la nouveauté. Il faut prendre des risques, il faut toujours, et puis c'est toujours cette idée de s'éloigner de soi en fait, et de faire avec ses désirs. Si un jour, par exemple, si demain je dis j'ai envie de faire des meubles, par exemple, j'essaierai de le faire. Voilà. Et je ferai tout pour essayer de le faire bien.
C'est ça. Et est-ce que c'est finalement toujours sur soi qu'on se base pour pouvoir justement devenir multiple comme ça, ou est-ce qu'on s'appuie aussi sur ce que les autres nous donnent? Est-ce que c'est important justement de prendre, de partager et d'apprendre aussi à avoir, quoi, en fait, à accepter ce qu'on nous donne? Oui, c'est vrai. Non, mais c'est les deux. Et c'est pas évident de faire les deux. Il y a à la fois sa propre responsabilité à s'éloigner de soi-même, d'être moins confortable, et puis aussi à écouter évidemment les autres. Et quand je parlais tout à l'heure de conjugaison des identités, ça se fait avec l'autre. C'est ça. Donc c'est de l'inclusion, en fait. Il faut accepter l'autre pour s'accepter soi-même, c'est ça? Complètement. Mais c'est surtout, en plus, comme moi je suis mélangée, entre ashkénaze, juive, musulmane, animiste. Ouais, c'est un sacré mélange. Hein. Donc ça veut dire que lorsque je suis en confinement, je suis avec tous ces peuples à l'intérieur de ma maison. On en revient à la transgénérationnalité dont on parlait tout à l'heure. Il faut les réconcilier. C'est ça. Et ils s'entendent bien chez vous. Oui, ils s'entendent, c'est sympa. Ouais. Parfois, il y a des petits tiraillements, mais c'est normal. C'est dans le dialogue qu'on arrive à s'améliorer. Et donc, par exemple, entre le fait d'être juive et le fait d'être musulmane aussi, il n'y a pas de souci. Non, moi, en fait, ça c'est vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur. Ouais. Parce que finalement, quand on est dans une famille mélangée où tout va bien, c'est au moment où on sort qu'on dit ah bon, ça se fait pas. Donc, oui, c'est bien toujours les autres qui vous renvoient en fait cette image-là. Oui, absolument. C'est ça. Ouais. Moi, il m'est arrivé des années de faire Kippour et le Ramadan quand je suis au Sénégal avec mes tantes, par exemple. D'affilée, quoi. Oui, d'affilée. D'accord. Ouais. J'étais hyper bien foutue. Oui, j'imagine. Pas trop fatiguée à la fin. Non. Merci Rachel Kahn. Merci à vous. Vous allez découvrir tout de suite avec nous, une start-up qui permet à l'amour à distance d'être moins loin, tout simplement. Et c'est la Lovebox avec son directeur des opérations, Romain Huet. C'est parti. Sud Radio, c'est excellent. Made in French Tech. Bonsoir Romain Huet, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir, je vous remercie de m'accueillir. C'est avec plaisir. Alors Romain Huet, la Lovebox, c'est une petite boîte remplie d'amour qui fait pigeon voyageur virtuel. Comment ça marche? Expliquez-nous un petit peu ça. Alors la Lovebox, ça fonctionne, c'est une petite boîte à amour connectée, effectivement, qui fonctionne via votre Wi-Fi chez vous. Vous la connectez au Wi-Fi, vous pouvez faire le setup et ensuite vous utilisez votre téléphone et une application sur laquelle vous envoyez des messages depuis l'application et ensuite vous avez votre petite boîte connectée, branchée et le cœur tourne qui vous indique que vous avez reçu un message. D'accord. Vous soulevez simplement vous soulevez le couvercle, le message s'affiche. Ça peut être une photo, du texte, un dessin, des enfants, par exemple, pour les grands-parents. Voilà. Donc voilà comment vous recevez. Elle ne fait pas de bruit. Elle fait simplement ce petit cœur qui tourne jusqu'à temps que vous ouvriez le couvercle de la Lovebox pour pouvoir découvrir ce joli message de pensée positive ou d'amour que vous souhaitez dans le cas où vous l'utilisez. Voilà, il y a plein de cas possibles d'utilisation. D'accord. Alors pourquoi est-ce que vous avez créé ça à l'heure du digital, du tout digital et des smartphones, etc. Finalement, on a plus ou moins les mêmes fonctionnalités dans un téléphone. Complètement. Alors, du coup, l'origine de la création, ça remonte à Jean, hein, notre CEO, rêveur, geek, lover, qui lui est parti, après sa thèse, est parti au MIT à Boston faire un post-doctorat, et qui laissait sa chérie derrière lui à Grenoble, là où je suis basé, et là où la start-up est basée. Il laissait sa chérie derrière lui, il voulait lui offrir un petit écran d'amour, une petite boîte pour pouvoir communiquer avec elle. Évidemment, il y avait WhatsApp, il y a toutes les messageries possibles. Il voulait simplement lui dédier quelque chose qui était uniquement pour elle. Et vu qu'il était un peu geek et qu'il savait pas mal bricoler, il a bricolé cette petite boîte, il a bricolé cette idée du cœur, il a bricolé un écran et il a codé de lui-même une application. Voilà, quelqu'un qui est un peu, voilà, il a tout fait de A à Z. Un vrai geek, un amoureux de la tech et un petit peu tout ce qui est low-tech aussi, parce qu'on se situe un petit peu sur quelque chose qui est un petit peu analogique, un peu rétro quelque part. Et puis ce cadeau qui était simplement pour Mélodie, sa chérie, est devenu... les Américains ont vu le concept, certains Français se sont dit « Oh, il y a un concept quelque part, il y a quelque chose qui est sympa pour l'idée de communiquer positivement via quelque chose de détourné qui ressemble un petit peu à une petite boîte à bijoux, quelque chose en bois. » Donc voilà comment la Lovebox est née. Après son retour des États-Unis, il a cherché des financements, une campagne de financement participatif, Kickstarter, on ne peut pas la nommer, et puis ensuite, les premières Lovebox ont été prototypées et sont nées pour Noël 2016. D'accord. Les 500 premières unités, voilà. Et ça marche bien alors ? Ça fonctionne très bien, ça fonctionne très très bien. Et vraiment, depuis 2018-2019, donc le marché fonctionne très bien, notamment aux États-Unis, on a à peu près 70-80% du marché qui se situe là-bas, en B2C, avec à peu près déjà plus de 120-130 000 Lovebox de vendus sur le marché. C'est une belle réussite, hein. Voilà. Bravo. Une très belle réussite, merci à vous. Et j'ai une toute petite question rapidement pour vous, la dernière. Pourquoi est-ce que les messages, ils ne sont pas sauvegardés ? Les messages qu'on envoie, pourquoi on ne peut pas les garder après ?
C'est marrant parce que vous dévoilez les futures fonctionnalités de la Lovebox. Pardon, complètement... je suis désolée. Donc ils vont être sauvegardables bientôt, c'est ça? C'est exactement voilà. Une feuille de route pour les développeurs. Ils vont bientôt pouvoir être sauvegardables, justement, puisque votre question, c'est quelque chose qui nous est beaucoup demandé par les gens. Et ben voilà. Voilà, garder les nouveaux messages. Donc, on a une armée d'ingénieurs, de dev, de love dev qui sont là pour mener à bien le projet. Ah oui, j'adore l'idée. Merci Romain Huet. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je rappelle qu'on peut retrouver la Lovebox sur fr.lovebox.love, donc L-O-V-E. Vous avez autre chose à rajouter ? Non, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Merci. C'est excellent sur Sud Radio avec Rachel Kahn et le designer Pierre Bénard. Dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio si vous nous rejoignez. Bienvenue dans C'est excellent. Encore une bonne demi-heure ensemble d'échanges à partager avec la comédienne, écrivaine et juriste Rachel Kahn et le créateur de meubles comme des objets précieux, Pierre Bénard du trio Pierre-Augustin Rose. Bonsoir Pierre Bénard et bienvenue sur Sud Radio. Il faut vous approcher du micro, vraiment beaucoup plus. Voilà, vous pouvez le tirer un petit peu vers vous, tout va bien. Alors Pierre Bénard, on va revenir un peu à votre genèse, parce qu'avant d'être designer, vous avez été antiquaire pendant assez longtemps, et puis vous êtes aussi, j'ai appris, vous avez fait un petit tour par le monde de la publicité. Tout à fait, oui, tout à fait. Et alors, pourquoi être passé de la publicité au métier d'antiquaire et au métier de designer ensuite ? Quel est le lien que vous y avez trouvé, vous, justement ? Il n'y a pas de lien, direct. Si ce n'est vous, en fait. Je suis arrivé dans la publicité tout à fait par hasard, sous certains égards. J'ai fait des études d'art pour être artiste, pour être peintre. Et ces études d'art m'ont amené aux arts graphiques. Et les arts graphiques m'ont conduit à la publicité. La publicité, je l'ai exercée de façon assez esthétique. En fait. Oui, c'est l'esthétisme alors peut-être le lien, tout simplement. Je l'exerçais de façon très esthétique. Et l'esthétisme a toujours guidé en fait ma façon de vivre, de travailler, de réfléchir, d'agir. Il y a une forme aussi d'éthique dans l'esthétique, et dans laquelle d'ailleurs à un moment je me suis pas reconnu dans la publicité. Oui. C'est un peu pour ça que j'ai renoncé finalement à un moment à ce métier. Il y avait un problème de valeur, c'est ça ? Oui, il y avait un problème de valeur. Il y avait un moment, plus mon agence se grandissait, puisque j'étais entrepreneur, j'avais ma propre agence. Plus elle grandissait, plus j'étais confronté au budget de grande consommation. Et dans les budgets de grande consommation, il faut commencer à s'attaquer à la conscience des plus fragiles. Bien sûr. Et lorsque j'ai été amené à dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup d'intelligence, parce qu'il y a beaucoup d'intelligence finalement dans la publicité, j'étais très mal à l'aise. J'ai notamment à un moment travaillé pour les cartes revolving, qui sont des cartes de crédit, mais qui s'adressent aux plus pauvres avec des taux usuriers. 25%. Et là, vraiment, je n'ai pas pu. Ça vous a fait arrêter. Je n'ai pas pu continuer. Donc, et alors, vous êtes devenu antiquaire ? Alors, j'ai su à un certain moment, puisque mon affaire marchait très bien, j'ai su la vendre plutôt que de l'annuler. Et le jour où je l'ai vendue, j'ai gagné au loto, quelque chose de cet ordre-là. Je l'ai vendu à un des meilleurs groupes de communication du moment. Et j'ai toujours été sensible, en fait, à l'art, à la beauté, aux antiquités, que j'assemblais plutôt que collectionneur. Je suis plutôt un assembleur. C'est une passion chez vous. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, en fait. C'est ça ? Ça vous vient de l'enfance ? Non, d'où ça vous vient cet amour de l'objet, de l'esthétisme ? Ça vient pas de l'enfance, c'est inné. Vous êtes né comme ça, quoi. Oui, je suis né comme ça. Oui, absolument. Ça vient pas de l'enfance. Je viens d'une famille très modeste, très pauvre, où l'esthétisme n'était pas présent. Sauf que, effectivement, j'ai été éduqué avec une exigence, avec une éthique, malgré tout, de l'esthétisme dans la modestie. En fait. Donc, c'était effectivement là, et ça a grandi. Et ça a grandi tout seul. Alors pourquoi l'Antiquité ? Eh bien, effectivement, après avoir cessé mon activité de publicitaire, ce qui m'a paru le plus amusant à ce moment-là, c'était de devenir antiquaire, mais pas de façon marchande, pas en spécialiste. Pour créer des espaces, en fait, déjà. Voilà, c'est de créer des espaces. Et j'ai inventé, comme je venais de la communication, je savais réfléchir, en fait, en communiquant et en produit. Et j'ai inventé à ce moment-là
un concept qui était le concept qui consistait à n'ouvrir qu'un seul jour par semaine. Parce que je n'ai jamais voulu être commerçant. Et donc l'idée d'attendre les gens toute la semaine m'insupportait. Et donc j'ai choisi de leur donner rendez-vous, en fait, une fois par semaine. Et j'avais choisi, avec mon épouse à ce moment-là, j'avais choisi d'appeler ce concept Vivement Jeudi. Pourquoi jeudi? Parce que c'était le jour le plus, là encore, mes réflexes de publicitaire, c'était le jour le plus approprié finalement. On n'ouvre pas un seul jour, le lundi, le mardi c'est un peu triste, le mercredi c'est les enfants, le vendredi les gens partent en week-end, donc il restait que le jeudi finalement. Et alors, vous devenez donc ensuite designer, vous créez un trio qui s'appelle donc Pierre-Augustin Rose, qui est composé de 2 personnes, donc il y a Augustin Deleuze et Nina Rose, alias Rose, qui sont 2 jeunes personnes qui vous suivent. En fait, Augustin Deleuze, vous aviez un stand qui faisait face à... Vous étiez en face, tous les deux, au marché Paul Bert. Les gens qui se promenaient là, d'ailleurs, vous confondaient vos boutiques, parce que vous aviez des goûts très très similaires tous les deux, c'est ça. Et puis c'est la rencontre avec la designeuse Nina alias Rose, donc. Qu'est-ce qui vous pousse finalement à avoir envie de vous rassembler tous les 3 pour créer ensemble ? Ce que nous pousse, c'est vraiment un lien esthétique. On s'est rencontrés sur un goût esthétique commun. On s'est reconnus, Augustin et moi, d'abord sur une façon de présenter les choses, de les assembler, sur une synergie esthétique. On a fait un bout de chemin comme ça. Ce qui nous a réunis aussi, c'est finalement nos différences. C'est le fait, effectivement, de mélanger nos cultures, nos histoires, générationnalité. Intergénérationnel a été très important. Et je dis ça a été important parce que ça rend l'association extrêmement gracieuse. Quand on est associé de la sorte, il n'y a pas de rapport d'ego comme il peut y avoir quand on est associé avec des gens de son âge. J'ai été à un moment dans la communication associé en partenariat avec des gens de mon âge et la relation est beaucoup plus compliquée. Chacun a envie d'être le meilleur de l'autre. Là, on n'est pas dans cette situation. Il y a un apport reconnu de la part de chacun. Chacun trouve sa place naturellement. Il n'y a pas d'ordre distribué. C'est très... Alors, dans vos créations, justement, chez Pierre-Augustin Rose, vous alliez les inspirations classiques à des designs innovants. Vous créez un lien entre le passé et le présent sans qu'ils ne se contredisent. Vous faites aussi l'éloge de la lumière au même titre que de l'ombre dans vos créations. Est-ce qu'il faut mélanger pour créer la rareté et la beauté ? Je ne sais pas s'il faut mélanger. Ce dont je suis certain, c'est qu'il faut s'appuyer sur le passé, très très clairement. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir de création spontanée. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir d'invention à l'état pur. Il faut s'appuyer sur le passé. Et notre parcours, la façon de travailler, c'est de revisiter effectivement le passé pour créer le présent. Pour créer le présent. Avec les mêmes rigueurs qui nous ont éduqués en fait en tant qu'antiquaires. On a appris effectivement à reconnaître la qualité des choses, le savoir-faire, le bien-faire. Et donc nous sommes bien sûr guidés par cette dynamique. C'est un peu comme vous, Rachel Kahn, finalement, parce que dans votre livre, donc Racé, je le rappelle pour les auditeurs, qui est sorti aux éditions de l'Observatoire il y a très peu de temps, vous vous décrivez comme lumière noire et ombre blanche. Donc il y a un côté quand même, finalement la lumière ou l'ombre c'est aussi important, le bien le mal c'est aussi important, etc., etc. On peut aller loin comme ça. On peut aller loin. L'idée c'était ce rapport que nous entretenons avec le réel en fait, où tout doit être faire partie du buzz, être imagé, être clinquant. Et en fait, cette phrase-là, c'était pour désigner un aspect 360 des choses. Et j'adore vous écouter parce que, non seulement parce que vous mettez l'esthétique au centre. Et en fait, lorsqu'on a une vision 360, en général, il en ressort de l'esthétique. Et moi, je crois que l'humain est prêt à mourir pour ce qui est beau. Oui. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça, Pierre Bénard ? Oui, je suis d'accord avec ça, mais je enrichirai votre propos. Et je crois une des difficultés
peut-être même, enfin, ce qu'on appelle les banlieues, il y a un manque d'esthétisme assez dans leur évident. habitation, vous voulez dire? Oui, tout à fait. Et je crois que le manque d'esthétisme crée une forme de violence. Il y a assez longtemps des études qui avaient été faites, notamment aux États-Unis, à New York, à l'époque où New York allait très très mal, et qu'il y avait finalement une vitre de cassée, la vitre était remplacée immédiatement, et cette vitre remplacée apaisait finalement donc la violence. Donc il y a un lien effectivement entre le choix des mots, comme vous le disiez tout à l'heure, qui peuvent dire ou ne pas dire les choses ou mal dire les choses, et un lien aussi avec l'esthétisme et la beauté des lieux et la protection de l'esthétique. Et à ce titre, il y a en ce moment à Paris tout un mouvement que je serais prêt à soutenir sur la façon dont Paris est traité sur le plan esthétique. Oui. Et là, c'est quand même un vrai sujet. C'est un peu catastrophique. Moi, j'étais tenté d'intervenir sur le sujet. Je suis obligée de rester en neutralité, mais je n'en dirai pas plus. Mes amis m'ont dissuadé de prendre position sur le sujet, mais je trouve que c'est quand même un vrai sujet. Je trouve que la ville est en vrac, au bénéfice du vélo notamment. C'est certainement une bonne politique, c'est certainement un bon projet, mais l'urgence et la façon dont c'est fait crée un désordre qui crée effectivement une espèce de violence dans les relations. Dans la ville lumière aussi, et donc là, c'est un vrai sujet. Et ça, on parle encore d'esthétisme à ce moment-là. Rachel Kahn, est-ce que vous pensez que si les quartiers, justement, ces quartiers dont on parle, étaient mieux entretenus, mieux agencés, mieux organisés, ça se passerait mieux? Est-ce que l'état de l'habitat joue, vous pensez, effectivement, sur les mentalités, sur la manière d'aborder la vie en général? Complètement. Tout à l'heure, lorsque vous me posiez la question du moment où ça a commencé, et c'est vrai que sur les questions d'aménagement du territoire, d'architecture, de gestion des espaces verts, enfin de tout ce qui crée nos relations sociales, le fait d'être dans un environnement qui a été pensé pour nos relations sociales et en particulier qu'elles soient pour les facilités, et qu'elles soient sereines et belles. Effectivement, il y a un gros travail à faire et ces questions d'inégalité territoriale, pour moi, l'enjeu il est crucial. Et est-ce que Pierre Bénard, est-ce que c'est l'attention aux détails qui fait la différence finalement aussi dans l'esthétisme? Oui, certainement, à un moment, ça a du sens. Bien évidemment, ça a du sens, surtout, je dirais presque pour le marché, pour que les choses aient une valeur pérenne. Mais je crois que dans le dessin, c'est pas nécessairement le détail. Il y a quand même un geste qui doit être là. Il y a une liberté d'abord, en fait, avant que le détail. Donc le détail est important plus dans l'exécution que dans la réflexion, du dessin. Alors après, effectivement, au moment où on affine la création, et avec Augustin, avec lequel je travaille sur la création, nous créons nous-mêmes, nous sculptons nous-mêmes les prototypes. Là, le détail, effectivement, prend tout son sens. Bien sûr. Au moment de la réalisation, de l'entrée dans le concret, en fait. Au moment de l'entrée dans le concret, tout à fait. Mais il y a d'abord un geste, une intention, une culture. Le détail, il peut être exclusif aussi. Enfin, il y a l'inclusion et l'exclusion. Donc, j'ai dit exclusif, mais c'était pas ça que je voulais dire. C'est pas grave. Mais est-ce qu'il peut exclure le détail, justement, Rachel Kahn, à votre avis? Ah oui, un détail peut exclure. Enfin, oui, bien évidemment. Enfin, c'est sûr qu'en termes d'aménagement du territoire, ou même d'accessibilité des personnes en situation de handicap, ça, c'est sûr que pour certains, c'est un détail. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, c'est tout. Effectivement, après, le détail aussi peut être complètement inclusif et embrasser tout le monde. Et c'est ça, moi, c'est dans l'écriture, c'est ce que j'essaie de faire. Enfin, il y a une vraie finesse, effectivement, dans votre manière d'écrire, qui d'ailleurs m'a donné envie de vous mettre ensemble tous les deux, parce que vous avez une finesse qui s'exprime totalement autrement l'un et l'autre, mais qui se retrouve à ce niveau-là, justement. Ouais, en fait, moi, j'admire votre travail de toute façon. Au-delà de la finesse, et je le disais tout à l'heure à Rachel, je trouve qu'il y a un courage, en fait. Il y a un courage dans sa façon d'écrire, et je crois qu'il n'y a pas de création, il n'y a pas d'œuvre sans courage. Sans courage, en fait. Bien sûr. Et donc, je trouve que la façon d'écrire de Rachel, qui est très tenue, mais il y a un courage, on sent que il y a eu beaucoup
de retouche, de relecture. C'est un travail très soigné. Il y a un style. Et le style, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Merci à tous les deux, merci. On revient tout de suite. Vous êtes bien sur Sud Radio avec la femme engagée et multifonction Rachel Kahn et le designer aux multiples talents Pierre Bénard. Ne bougez pas, on revient les copains. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio. Nous avons encore un bon petit quart d'heure ensemble pour parler d'excellence et de la force de l'implication. Ce soir, dans cet excellent, on crée le lien entre une auteure combative, une comédienne, une juriste et tant d'autres choses. Rachel Kahn et le créateur de meubles précieux Pierre Bénard du trio Pierre-Augustin Rose. Pierre Bénard, vos créations sont des œuvres, à proprement parler, sur lesquelles interviennent les plus grands maîtres d'art français, comme par exemple Pierre Fray pour les tissus. Comment ça se passe ? Ils sont force de proposition ? Ou vous allez les voir et vous avez déjà une trame et vous savez ce que vous voulez faire ? Nous allons les voir, nous choisissons. Ils sont force de proposition par la qualité de leurs produits. Ils sont force de proposition par l'excellence qu'ils représentent effectivement en tant que producteurs de tissus. Mais c'est nous qui guidons complètement nos choix et nous allons vers eux pour sélectionner effectivement les tissus que nous recommandons. Et vous sélectionnez les meilleurs maîtres d'art, on imagine ? Oui, bien sûr. Alors ça, nous le faisons. Comment vous les choisissez ? Nous les choisissons sur réputation et après par osmose d'intérêt, par goût, par envie de faire un bout de chemin ensemble. Nous choisissons plutôt des gens qui sont plutôt solitaires, qui travaillent seuls pour nos prototypes, dans la mesure où le travail est beaucoup plus facile dans une équipe réduite. Quand on a affaire directement à un compagnon qui a fait le Tour de France, c'est beaucoup plus facile que de travailler dans une équipe beaucoup plus large. Et alors c'est très important de le défendre, ce patrimoine vivant français, on en parle beaucoup dans cet excellent, c'est même mon cheval de bataille. Pensez-vous que c'est aussi ce qui fait l'exception française finalement ? Oui, sans aucun doute. Ce temps qui s'allonge. Ce qui fait l'exception française, je crois, en fait, c'est la transmission. C'est la transmission des savoir-faire. Et on le voit très clairement d'ailleurs en ce moment sur un monument emblématique qui est Notre-Dame. Quand on voit la façon dont on est capable aujourd'hui de reconstruire à l'identique Notre-Dame, enrichi effectivement des technologies contemporaines, notamment la 3D par exemple. C'est quand même assez impressionnant. Et ça, c'est l'exception française, c'est la transmission des savoir-faire. Alors c'est vrai au niveau de la construction, mais c'est vrai dans la cuisine, c'est vrai dans l'écriture, c'est la transmission, c'est vrai dans la musique, c'est vrai dans la danse. Enfin, je crois qu'il y a vraiment il y a une transmission qui fait l'excellence française. C'est ce que vous faites, Rachel Kahn. Vous transmettez aussi, vous transmettez votre parole, vous transmettez votre vision. Transmettre, c'est un mot maître et dans votre être en général et dans votre manière d'aborder les choses. Tout à fait. Non seulement d'un point de vue de l'art, de la création et de s'inspirer de cette exigence et de la rigueur du passé des artistes, mais aussi transmettre via l'art nos valeurs universalistes, laïques, républicaines. Et c'est ce que j'essaie d'insuffler, qui sont des belles valeurs. Au moment des Lumières, la politique et la poétique étaient totalement imbriquées. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire, effectivement. Et puis, parce que je sais cette richesse, en fait, effectivement, qui m'a été transmise de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, grands-parents et de mes parents, en fait. Et sans cette transmission, finalement, personne ne peut exister. Et sans cette rien n'existe. Rien n'existe. Et puis c'est surtout la transmission avec la cancel culture qui est mise à mal. C'est ça, en fait. C'est ça le problème, en fait. Le véritable problème, il est là. Donc on a envie de gommer tout ce qui a pu se passer pour nous faire croire à une autre histoire complètement dogmatique, complètement fantasmée, de l'opposition entre les uns et les autres, du méchant colon qui va être là ad vitam aeternam, sans aucune perspective. Et alors, je vais dire un truc peut-être un peu choquant pour certaines personnes qui vont nous entendre, mais moi je me suis un petit peu intéressée à Louis XIV il y a peu, et j'ai donc appris que c'est comme lui qui a inventé le commerce triangulaire des esclaves, donc c'est quand même vraiment pas très, très sympathique tout ça, sauf que en fait le problème n'était pas la couleur de peau, si j'ai bien compris à son époque, c'était le statut social, et si on avait beaucoup d'argent et qu'on avait un très beau statut, la couleur de peau s'en allait complètement, n'existait plus. Ce qui est encore le cas aujourd'hui finalement, c'est ça. Voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on se donc il y a plus un problème social.
en fait. Complètement. Ouais. Complètement. Et puis aujourd'hui, on se réattache, vous écoutez. oui, qu'on se remette sur les questions des inégalités sociales, parce que c'est là où le bas blesse aujourd'hui, surtout en crise économique, pandémique, crise culturelle, environnementale. Il faut arrêter de remettre cette race au centre. C'est un mot, pardon, hein, Pierre, il faut que je pose cette question à Rachel. Race, c'est quand même un mot. Moi, on m'a dit quand j'étais petite, il n'y a pas de race chez les humains, il y a la race humaine, la race animale. Et c'est quand même un mot dont vous vous servez, puisque vous vous dites racé, et c'est un mot qui, moi, personnellement, me choque, puisque c'est un mot qu'on ne devrait pas utiliser normalement. On devrait parler d'ethnie, de culture, etc. Pourquoi vous l'utilisez, ce mot-là ? Ah, moi, j'utilise racé. Oui, je sais. Ouais, mais c'est quand même la base du mot. Oui, c'est la base. En fait, c'est plutôt. Je le tourne et j'utilise un mot qu'on emploie peu et qui, pour le coup, racé est joli. Enfin, moi, c'est vrai que c'est plus joli que racisé. Enfin, je trouve que c'est voilà, quelque chose qui est racé, c'est quand même quelque chose qui a eu de l'allure, un supplément d'âme, etc. Je l'utilise parce que c'est une réponse à ce mot affreux qui est le mot racisé et qui veut faire de nous, en tout cas des gens dits non blancs, des victimes de départ en fait. Et voilà, c'est pour ça que c'est un mot que je combats. Mais après, sur racé, mon idée, en tout cas en écrivant ce livre, c'était de considérer que tout le monde était racé et que tout le monde avait une esthétique en lui. Je voudrais dire que Pierre-Augustin est racé. Oui, c'est ce que j'allais y venir. Vous m'avez devancé. Est-ce que vous pouvez considérer justement que vos créations sont racées, Pierre Bénard? Oui, absolument. Oui. Elles sont racées. Elles sont racées par le mélange, par le fait qu'elles sont nourries effectivement de toutes les cultures. Elles sont nourries de nos différences. Nous trois, en fait, Pierre, Augustin et Rose. Elles sont racées dans l'esthétisme dont vous parliez il y a quelques instants. Oui, tout à fait, absolument. Oui, ça me convient très bien. Et puis vous avez votre signature qui vous est propre. Donc, alors la signature, c'est très important chez vous, Pierre Bénard. Alors justement, la signature, c'est un sujet qui est traité par Rachel et ça m'a beaucoup touché. Effectivement, nous n'avons pas hésité, en fait, Rose, Augustin et moi, nous n'avons pas hésité quand nous avons dû choisir un nom, à choisir notre propre nom, en fait, Pierre, Augustin, Rose, pour signer notre entreprise. Pour quelle raison? Nous n'avons pas hésité pour deux raisons. Pour une raison esthétique. Nous voulions que notre maison, en fait, que notre marque soit plus une maison, en fait, qu'une marque. Donc, pour une raison esthétique. Et pour une raison éthique, pour une raison d'engagement. En fait, nous voulions être engagés dans notre entreprise. Donc, quand on met son nom, on s'engage. Absolument. Vous êtes d'accord avec ça, Rachel Kahn? Et on voulait être engagé face à nos responsabilités, notre marque, nous voulions la porter, en fait. C'est beau. Très, très clairement. Rachel Kahn. Oui, moi, ça me touche. Enfin, ce mot-là, c'est vrai qu'on en parle peu et j'apprécie beaucoup qu'on puisse en parler ce soir, en fait, parce que c'est très troublant. La meilleure réponse, en tout cas, à toutes ces questions d'identité qui nous fatiguent. Oui. C'est celle de la signature. Lorsque les gens sont humiliés et deviennent des animaux, ils n'ont plus de nom. Moi, mon grand-père avait un numéro sur son bras. Lorsque les esclaves sont des esclaves, ils n'ont plus de nom, ils n'ont plus qu'un prénom. Ma mère qui a été cachée, on lui a changé son nom pendant les 7 premières années de sa vie. Elle ne s'est pas appelée Hertz, mais elle s'appelait Renard. Effectivement, la signature. Et ensuite, je me suis inspirée beaucoup d'un livre que j'adore, La beauté du geste, de Catherine David, qui justement sur cette question de geste et de signature définit la signature comme votre manière de parler, d'embrasser, de marcher, qui dit beaucoup plus de vous parce qu'elle fait avec votre émotion du moment, avec votre fatigue, avec vos joies. Et donc c'est une signature, c'est votre identité en mouvement. Vous la citez d'ailleurs quand elle dit l'unification de l'être dans la beauté du geste. Donc on est dans l'unification aussi dans les. Et dans le geste d'ailleurs, il y a jusqu'à la signature gestuelle en fait. Moi j'ai un plaisir immense à écrire mon propre nom. Enfin qui est à chaque fois le même, mais à chaque fois différent. Oui, absolument. Tout à fait. Pierre Bénard, je vous poserai la question à vous aussi ensuite. C'est une question pour vous tous les deux. Pensez-vous que l'art, comme les mots, ont le pouvoir d'agrandir le monde ? Oh, sans aucun doute. Oui, bien sûr. Sur les mots, c'est peut-être un peu plus. Oh, sur les mots, si, oui. Enfin, c'est tout le propos de Rachel. Oui. Les mots doivent agrandir le mot. Le combat de Rachel, c'est celui des mots qui pourraient rétrécir. Oui. Parce que l'art, il ne peut pas réduire ce qui nous entoure, alors que les mots
pour leur part, ont un pouvoir enfermant. Ils ont Parfois. un pouvoir enfermant, sauf que la lecture, la littérature ont un pouvoir d'agrandissement de la connaissance, de l'âme. Pierre Bénard. Voilà. Rachel Kahn, est-ce que les mots et l'art ont le pouvoir d'agrandir le monde, puisque parfois ils peuvent aussi rétrécir le monde, les mots? Oui, c'est-à-dire les mots sont souverains, donc ils sont capables de défaire et puis de faire. Ils sont capables de nous réparer, et en fait c'est à nous de prendre cette responsabilité, de choisir le bon mot, et comme dans la beauté du geste, en fait, le beau geste, le geste juste. En général, vous savez, en sport, par exemple, lorsque vous faites le beau geste, le geste le plus esthétique, c'est celui qui vous fait battre des records. Il y a un endroit où la beauté et la performance se rejoignent. Et en fait, les mots, c'est la même chose. Si dans une journée, alors c'est un peu mystique, mais c'est le travail des artistes de cette matière-là. Si vous choisissez que des bons mots, des mots positifs et des mots qui vous portent, votre journée sera extraordinaire. Je suis toute très contente de cette émission, et je vais donc maintenant vous poser ma dernière petite question que j'ai volée à Laurent Vimon, le PDG de Century 21, et que je pose à tous mes invités. On va commencer avec vous, Pierre Bénard. Que dirait l'enfant que vous étiez en voyant l'adulte que vous êtes devenu? Oh là là. C'est une sacrée question. Hein. Oh là là, non. Les réponses sont sympas en général. Non, je dirais merci. Enfin, pour moi, la vie est gracieuse. Ouais. Vous êtes là où vous aviez envie d'être? Je suis au-delà de ce que je pouvais imaginer être. Très clairement. Je viens de très très loin. Donc il est content, ce petit garçon, alors. Au-delà, oui. Ouais. Vraiment. Vous, Rachel Kahn, que dirait l'enfant que vous étiez de l'adulte que vous êtes devenu? Je te l'avais dit. Pardon? Je te l'avais dit. Je te l'avais dit ou je te l'avais bien dit? Non, c'est une vie un peu particulière. Oui. C'était une vie où on se demande toujours pourquoi nos parents se sont rencontrés, pourquoi j'en fais aussi une matière avec ce livre, pourquoi je suis née dans un livre, en fait, de la rencontre de mes parents dans cette librairie. Vous êtes née dans un livre, c'est joli ça. Oui. Ouais, c'est vrai. Donc c'est particulier. Et donc cette petite fille, qu'est-ce qu'elle se voyait là où vous êtes aujourd'hui? Elle se voyait dans une place très particulière. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est pas vraiment du courage. C'est surtout remplir ma mission d'être citoyenne française mélangée, qui a apporté une voix, en fait, une liberté. Et donc finalement, le mot de la fin de cette émission, c'est un peu que pour réparer, il faut aimer, en fait. Hein, il faut juste s'aimer, quoi. Oui, juste. Et aimer les autres. La love box. La love box. La love box. Et une dernière petite question aussi. Qu'est-ce que c'est que l'excellence française pour vous? L'excellence française, je crois vraiment, là encore, c'est la transmission, comme je le disais tout à l'heure. Ouais. Et c'est le rayonnement, effectivement, à l'international de tous ces savoir-faire. Ouais. Et nous sommes, on a la chance que notre marque soit demandée aujourd'hui partout dans le monde. Oui. Nous sommes vraiment distribués de plus en plus, nous sommes sollicités en permanence, parce que nous représentons effectivement l'excellence française. Nous avons créé, non plus qu'une marque, nous avons créé une maison, en fait. Et, un état d'esprit. Un état d'esprit, un style, une écriture, et nous essayons de créer ce que l'on appelle les grands classiques de demain. Nous avons cette exigence-là d'un dessin très tenu, très élégant, avec beaucoup d'exigences. Rachel Kahn, qu'est-ce que c'est pour vous l'excellence française? L'excellence, alors c'est tout ça. C'est une délicatesse aussi, je trouve. Joli. Et vous parliez d'état d'esprit. Je trouve que pour garder l'excellence française, il faudrait avoir à la fois l'état d'esprit et puis l'esprit de l'État. Je trouve que moi, ça me manque beaucoup. Et je trouve qu'on sera au top lorsqu'on aura les deux. Quand tout ça sera lié, quoi. Oui. Merci à tous les deux, c'était excellent. Je rappelle pour tous que le dernier livre de Rachel Kahn, Racé, est trouvable aux éditions de l'Observatoire et chez tous les bons dealers, évidemment. Et que les créations du trio Pierre-Augustin Rose sont visibles à la Galerie, c'est ça, showroom qui est 8 rue Hérold, dans le 1er à Paris. Et votre site internet, c'est pierreaugustinrosetoutattaché.com. Comme ça se prononce, c'est ça. Merci à tous les deux d'être passés par les studios de Sud Radio. Prenez soin de vous surtout. Merci beaucoup à vous aussi.
Merci mes chers auditeurs de votre écoute fidèle. N'oubliez pas, on revient dimanche prochain à 19h sur Sud Radio avec de belles surprises. Coucou et merci à Quentin Cabanis, à Méloane Rock, à Laura de l'équipe web et aux équipes de Sud Radio. C'est excellent, est en podcast, en vidéo sur sudradio.fr et la chaîne YouTube de Sud Radio, sans oublier les réseaux sociaux évidemment. Bisous les copains, la semaine prochaine, c'était excellent.